Bien, bonjour. Du coup, je voulais peut-être vous présenter dans l'auditoire. Donc Joseph Sanfilippo, je suis directeur départemental France Travail, pour le département du Rhône. Bonjour à tous, Fabrice Montal, je suis directeur ADECO sur l'ensemble du département du Rhône, sur toutes les solutions emploi, flexibilité bien sûr, formation et recrutement CDD, CDI. Voilà. Merci déjà d'avoir participé à cette conférence. L'objectif ici, c'est de faire un peu un panorama de où est-ce qu'on en est sur les métiers en tension, quelles sont les principales problématiques et du coup aussi de partager des bonnes pratiques. Pour vous faire peut-être un élément de contexte, on a vu avec le Covid notamment qu'il y avait vraiment des tensions très fortes de recrutement dans l'économie. On a vu aussi vraiment une prise de conscience à la fois des pouvoirs publics et des acteurs de l'emploi et des employeurs qu'il fallait à la fois redorer l'image de certains métiers. On a eu beaucoup de choses faites autour, par exemple, dans les métiers du soin, du Ségur de la santé ou dans les branches professionnelles comme le BTP, ce que fait tout le CSCA BTP. On voit depuis 1 an et demi qu'il y a des petites tensions qui disparaissent un petit peu, pour autant qu'ils restent encore là, mais qui sont peut-être un peu moins présentes. Et du coup, je voulais commencer par une question assez large. C'est quoi aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est sur les métiers en tension? C'est quoi le statut? On va faire un panorama de... Je vous propose effectivement un petit point de contexte. Ce que je voudrais dire, c'est que je vais faire face à un défi personnel. C'est au niveau de la voix. Je vais devoir l'optimiser parce que j'ai eu quelques petits soucis. Mais voilà, je compte sur Fabrice et Arnaud pour pouvoir compléter, éventuellement reprendre la parole s'il le fallait. Alors un petit point de contexte, nous sommes dans le département du Rhône, peut-être déjà en termes de taux de chômage et de demande d'emploi, un point qui me semble essentiel. Alors au niveau national d'abord, sachez que le taux de chômage a légèrement augmenté ces derniers temps. Ces derniers mois, nous sommes aujourd'hui au niveau de la France à 7,7%. Et dans le département du Rhône, c'est plus d'un point de moins puisque nous sommes à 6,6%. Vous voyez déjà que nous sommes dans un département qui est beaucoup plus dynamique qu'ailleurs. Alors on connaît tous évidemment la puissance économique de Lyon et de ses alentours, mais en tout état de cause, c'est quelque chose qui effectivement est assez prégnant. Sur la demande d'emploi, elle a explosé. Alors, elle a explosé, vous allez me dire, mais est-ce que nous sommes en pleine crise économique? Alors, pas tout à fait, même s'il y a une petite contraction du marché du travail actuellement, et Arnaud l'a précisé, il n'empêche qu'il y a toujours autant de dynamique économique. Alors, pourquoi la demande d'emploi a explosé? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une loi, la loi plein emploi au 1er janvier 2025, et ça, c'est important de le retenir, qui oblige aujourd'hui tous les bénéficiaires du RSA et les jeunes suivis par la mission locale à s'inscrire à France Travail. Automatiquement et mécaniquement, nous avons une demande d'emploi qui est très élevée. Alors certains diront c'est une catastrophe, et puis certains comme moi diront c'est plutôt une opportunité. Pourquoi? Parce que nous cultivons aujourd'hui un paradoxe sur le marché du travail. Nous avons une demande d'emploi assez forte, et nous avons toujours autant de tensions de recrutement sur le marché du travail. Vous les évoquez, j'aime beaucoup les images qui défilent parce que ça donne à voir finalement des difficultés que rencontrent aujourd'hui les recruteurs. Vous savez que France Travail réalise chaque année une enquête en besoin de main-d'œuvre, ou vous ne le savez pas, alors je vous l'apprends, en lien avec la DARES. Et dans ces enquêtes en besoin de main-d'œuvre, eh bien, chaque année, apparaissent bien évidemment des besoins exprimés par les entreprises. Si vous prenez le département du Rhône, c'est environ 80 000 projets de recrutement par an. Et qu'est-ce qu'on observe? Très, très, très rapidement, on observe que pour près de 60% de ces postes recherchés, il y a des difficultés de recrutement. Donc là, il y a un enjeu, et c'est bien évidemment l'enjeu de l'employabilité, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà peut-être un petit point qui nous donne à voir sur l'importance d'accompagner les publics demandeurs d'emploi vers ces métiers, les métiers qui recrutent, évidemment. Alors peut-être juste 2-3 mots, les métiers en tension, où ils défilent, je ne vais pas les rappeler, mais sachez qu'on est dans un département où effectivement il y a de fortes tensions, d'abord sur la santé et l'action sociale,
et notamment tout ce qui est service à la personne. Vous savez que les infirmières, les aides-soignantes, les infirmiers et aides-soignants sont des métiers très très recherchés, mais nous avons aussi des secteurs qui, même s'ils sont dans une contraction, et attention d'ailleurs à ces éléments, c'est qu'on peut être dans une contraction du marché du travail, mais avoir toujours autant besoin en recrutement. C'est le cas d'ailleurs du bâtiment. Et le BTP aujourd'hui est à la recherche de nombreux profils. Voilà, on l'a aussi dans l'industrie, mais on l'a aussi dans la logistique. Et puis alors, on est dans un département aussi où nous avons des besoins en conducteurs de bus qui sont absolument incroyables. Donc, pour toute personne qui, évidemment, n'aurait pas de projet complètement défini, eh bien, on a dans ce territoire vraiment des opportunités. Et c'est ce qu'on veut faire, justement, avec vous, avec nos partenaires, que ce soit les organismes de formation, avec UPSO, que ce soit avec ADECO, qui est un partenaire privilégié, avec qui nous avons une étroite collaboration, et bien évidemment le réseau Pôle emploi, les collectivités territoriales, donc la région, la métropole, le département. Alors, c'est vraiment un travail de concert pour faire en sorte d'amener nos publics, aujourd'hui, qui n'ont pas forcément d'idées complètement définies de leur projet, vers ces métiers en tension, avec des outils, mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Challenge réussi. Merci Joseph. Je crois que ce panorama, en tout cas, était important pour poser les fondations, en effet, sur le département. Peut-être très rapidement, on reviendra un peu plus dans le vif du sujet juste après sur notre vision, en tout cas côté ADECO, sur l'ensemble du territoire. En fait, quand on parle des métiers en tension, bien sûr, historiquement, tu l'évoquais, Joseph, les métiers de la santé, du BTP. Moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'il y a une généralité, en tout cas, des métiers en tension, ou en tout cas en pénurie, sur cette partie-là. Je crois qu'il y a un élément de repère qui est important aujourd'hui au niveau national. Je crois que c'est 500 000 emplois vacants. En 2017, c'était 2 fois moins. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une adéquation entre les besoins des entreprises et aujourd'hui les candidats qui trouvent un emploi. Donc on le voit aujourd'hui, bien sûr, les métiers de la construction, et Alexandre Gauthier interviendra tout à l'heure sur cette partie-là, bien sûr sur les métiers de la santé, mais on le voit aussi sur le département, les métiers de la logistique, les métiers de l'industrie, où historiquement on pouvait se dire métiers assez peu qualifiés et donc à forte valeur ajoutée en termes d'emploi et d'offres d'emploi. Eh bien on voit qu'aujourd'hui tous les métiers évoluent et il y a vraiment un sujet d'inadéquation entre les attentes des entreprises aujourd'hui, l'évolution des compétences et les candidats qui recherchent un emploi mais qui n'arrivent pas aujourd'hui forcément à trouver le bon emploi. Merci du coup pour ce panorama. Lorsqu'on a préparé cette conférence, on voulait du coup attaquer 3 gros sujets. Le premier, c'est la notion d'image, de reconnaissance des métiers, essentielle pour faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs aient envie d'aller vers les filières en tension. Donc ça va être le premier point qu'on va pouvoir aborder. Le deuxième, ça va être la notion d'inclusion. Comment on fait pour prendre des profils moins conventionnels et les amener sur des métiers en tension. Et ça, je pense que ça, c'est la problématique essentielle sur les métiers en tension. Et la troisième, c'est comment on crée des filières de formation professionnelle qui, du coup, permettent de transformer, entre guillemets, une personne qui ne connaissait rien à un métier à une personne qui, demain, est employable. Voilà. Je vous propose de commencer par la notion d'image, de reconnaissance, donc sujet relativement vaste. Et je vous propose plutôt, du coup, dans cette logique toujours d'avoir des bonnes pratiques, de nous partager peut-être 1 ou 2 actions qui ont pu marcher et qui ont permis de vraiment de redorer l'image d'un métier. Merci Arnaud. Alors on parle de revalorisation des métiers en tension. En fait, c'est déjà valorisé, avant tout de revaloriser les métiers en tension. Alors bien sûr, au sein d'ADECO, nous avons une chance, c'est d'être sur chacun des territoires, en proximité des entreprises, des candidats, des acteurs aussi de l'emploi, France Travail, avec qui nous travaillons à leur côté. Peut-être juste prendre un exemple concret sur lequel nous amplifions en tout cas notre action au sein d'ADECO. Je ne sais pas si vous connaissez l'association C'est Possible au niveau national sous la présidence de Philippe Varin, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes et surtout de leur permettre de trouver leur voie professionnelle et leur place dans la société. Et puis, nous avons au sein d'ADECO notre fondation, The ADECO Group, dont la raison d'être est justement d'accompagner les publics éloignés de l'emploi. Et donc, nous avons décidé de mettre en place ce partenariat au niveau national pour aller au centre des lycées professionnels, pour accompagner des classes entières sur justement le rapprochement entre l'entreprise et l'école. Pour vous donner un exemple très concret, on a aujourd'hui 20 établissements sur lesquels on lance un partenariat au niveau national.
On a un premier établissement, un lycée professionnel sur Saint-Priest, sur lequel, avec notre agence ADECO Bron, nous sommes en proximité sur une école de bac pro usineur. Et la chance que nous pouvons avoir, c'est qu'au sein d'ADECO, nous sommes en proximité avec beaucoup d'entreprises. Et parfois, ces jeunes ou les établissements scolaires ont du mal à avoir les entreprises ouvertes pour permettre à ces jeunes de venir découvrir les métiers, mais aussi les parcours professionnels et les évolutions. On parle de métiers en tension, mais il y a des parcours d'évolution. Et bien du coup, nos collaborateurs ADECO accompagnent une classe entière et vont leur ouvrir les portes de certaines entreprises pour des visites d'entreprise, pour des stages, et vont intervenir aussi auprès des classes pour parler des parcours professionnels, des évolutions dans ces métiers-là. Donc c'est un exemple, on veut l'accélérer au niveau du département, au niveau national, mais plus que jamais, l'enjeu avant tout, c'est de rapprocher quelque part les jeunes, l'emploi, les entreprises, l'école, les organismes de formation, et on a en tout cas une action commune à mener ensemble sur cette partie-là. Alors, sur ce sujet, peut-être pour donner à voir des outils et des dispositifs que porte France Travail, on sait que le sujet de l'attractivité est une question fondamentale, elle est essentielle, mais j'allais dire que lorsqu'elle concerne des adultes, c'est déjà presque trop tard. Et qu'il y a vraiment un enjeu autour de l'école et des parcours scolaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'éducation nationale, les régions s'emparent aussi du sujet. Ça me paraît important. On a besoin, effectivement, d'abord de faire connaître, c'est-à-dire avant de parler d'attractivité, il faut faire connaître, et puis peut-être d'imaginer des voies d'excellence. Et on sait que notamment l'apprentissage peut être un outil qui est très intéressant. Pour France Travail, ce qu'on essaye d'encourager et d'accompagner au quotidien, ce sont les immersions professionnelles. C'est très très important aujourd'hui de demander aux entreprises d'ouvrir leurs portes un maximum. Nous accompagnons aujourd'hui des publics qui n'ont pas forcément aujourd'hui l'expérience, qui n'ont pas forcément les capacités, ou en tout cas qui ne parviennent pas à se projeter vers des métiers, mais parce qu'ils ne les connaissent pas. Aujourd'hui, quand on parle d'attractivité, parce que nous sommes un public averti, nous savons qu'il y a eu d'énormes changements, des transformations majeures, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'industrie. On n'est plus sur la période Zola ou sur la période Brouette et Truelle. Enfin, bien sûr qu'ils existent toujours, mais il y a eu d'énormes évolutions et ça, il faut apprendre à les faire connaître. Et quoi de mieux finalement qu'une immersion professionnelle. Donc, on compte beaucoup sur l'immersion professionnelle et beaucoup sur les entreprises pour ouvrir leurs portes. Premier dispositif, sachant que on a affiché une ambition en France, c'est celle de pouvoir atteindre, in fine, 1 million d'immersions professionnelles. Voilà. Donc, voilà l'enjeu, en tout cas, autour de l'attractivité, en tout cas, la présentation des métiers. Et puis, un deuxième dispositif qui me paraît très, très intéressant, c'est un dispositif qui s'appelle Avenir Pro. Sachez que depuis quelques années maintenant, les conseillers de la mission locale, les conseillers France Travail, ont lancé un dispositif qui consiste à s'intégrer dans des lycées professionnels pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture entre la période de lycée, la période d'études, et ensuite la reprise d'activité. En fait, on prend bien en amont, c'est-à-dire qu'on évite tout simplement à ces jeunes de passer par la case chômage en les accompagnant vers des métiers et notamment vers le métier pour lequel ils sont formés. Donc ça, c'est aussi un dispositif qui me paraît très intéressant et qui permet aussi de jouer sur l'attractivité d'un certain nombre de métiers. Merci. Et je voulais peut-être préciser quelque chose dont on a discuté en préparant cette conférence. C'était que la notion d'attractivité, elle ne se joue pas uniquement sur le salaire et la rémunération. On en était plutôt convaincus, et nous aussi on le constate, c'est que déjà il y a une notion de vraiment de rendre la formation accessible. Et on voit, notamment nous, on est en contact avec des milliers de personnes qui cherchent ou qui se renseignent sur des métiers. Et c'est vrai que la méconnaissance de certaines filières fait que derrière, le préjugé prend le dessus. Et donc vraiment, la notion de communiquer, de mettre en avant les parcours de carrière à travers la communication, évidemment, mais surtout avec l'immersion professionnelle, c'est d'abord le sujet numéro 1, avant même peut-être celui de la rémunération et du salaire. Je pense il faut le notifier, parce que souvent on a tendance à dire revaloriser, c'est juste augmenter le salaire, mais si derrière le reste ne suit pas, ou s'il n'y a pas un travail de communication ou d'immersion professionnelle, ça suffit pas forcément. Et après on arrive du coup au deuxième sujet, qui est, je pense, celui qui nous plaît le plus, c'est celui d'inclure des profils on va dire moins conventionnels sur le marché du travail,
Moi, je vous donne un peu le contexte et le constat qu'on voit aujourd'hui, c'est que historiquement, on a des filières de recrutement qui sont assez normées, même si ça change un peu, mais les jeunes sortent du lycée, vont en formation initiale ou au lycée professionnel, ils sont embauchés dans les entreprises et derrière, on les forme éventuellement, etc. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 dynamiques sur le marché du travail. C'est les métiers changent très rapidement. Les compétences évoluent. 2, il y a une mobilité qui est très forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un actif, il ne fait plus vraiment 5-10 ans dans la même entreprise. Donc, il y a une notion il faut le reformer, il faut le réaccompagner. Et en plus de ça, on a les tensions. Et donc, on voit que si on n'arrive pas à accompagner toute une génération de personnes qui sont soit en reconversion ou soit éloignées de l'emploi, on a du mal du coup à travailler ces filières de recrutement. Et voilà. Donc, du coup, je voulais vous demander votre avis là-dessus et surtout vous dire... qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui aujourd'hui hésite encore à passer le pas et à s'ouvrir peut-être à des publics moins conventionnels que celui des filières classiques de recrutement? Oser le changement, bien sûr. Vous savez, on parlait d'attractivité juste avant. Alors effectivement, il y a un sujet d'attractivité. Mais sachez aussi, en tout cas là je m'adresse aux employeurs, sachez aussi que vous avez beaucoup de demandeurs d'emploi qui souhaiteraient obtenir des emplois dans ces secteurs qui souffrent d'attractivité. Et je me dis, mais là, il y a une aubaine incroyable. Nous avons des publics qui souhaiteraient rejoindre des secteurs dits en tension, et nous avons évidemment des offres d'emploi. Et pourtant, ça ne matche pas. Vous voyez, on a un problème de match tout le temps, en fait. Eh bien, on se dit qu'il y a sans doute un travail à faire sur le changement de paradigme. C'est vrai que se tourner vers des publics vers qui on ne se tourne pas naturellement, ça peut être une solution. Ça me semble même être la solution. Sachez que de toute façon, la ressource, elle se trouve d'abord chez France Travail. Ce sont des personnes sans emploi qui sont aujourd'hui accompagnées. Et donc, finalement, en dehors de débaucher, qui peut être tout à fait une pratique, tout à fait louable, et je n'ai rien contre la pratique de la débauche, mais il n'empêche que sur la main-d'œuvre disponible, où se trouve-t-elle? Elle se trouve à France Travail. Bien, comment faire? D'abord, il faut qu'on travaille ensemble. C'est très important d'avoir à nos côtés le monde de l'entreprise. Pendant des années et des années, ça a été des politiques qui étaient surtout axées France Travail, partenaire, demandeur d'emploi. On a oublié pendant très longtemps l'entreprise. Aujourd'hui, ça me semble essentiel qu'on puisse travailler avec les entreprises. Et alors, ensuite, pouvoir trouver, bien évidemment, des dispositifs qui nous permettent justement de rapprocher ces demandeurs d'emploi qui ont envie de rejoindre et d'embrasser une carrière dans ces secteurs-là. Alors, il y a plusieurs dispositifs. Et moi, je voudrais, au-delà des dispositifs, ensuite vous donner un exemple qui sera très concret, dans lequel on peut s'engager avec toutes les entreprises. Les dispositifs, quels sont-ils? Je vais vous en donner deux qui me paraissent assez prégnants. Lorsqu'on est face à des publics qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, d'accord, mais qui ont un savoir-être qui est plutôt intéressant et surtout une volonté de vouloir s'inscrire sur le marché du travail. Il y a un dispositif qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. La méthode de recrutement par simulation, alors, à mon grand désespoir, c'est encore une méthode qui n'est pas connue forcément par toutes les entreprises. Et alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise, on nous dit « mais quelle innovation, c'est incroyable, bravo !» Donc, il a juste 31 ans, le dispositif. Voilà, donc là c'est de notre faute, c'est de notre responsabilité, on n'en parle pas suffisamment. Mais en tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est que la méthode de recrutement par simulation exite le CV, exite l'expérience professionnelle. On va simplement évaluer un candidat en lien sur ses habiletés à occuper un poste. On va travailler avec l'entreprise sur des tests grandeur nature que les conseillers France Travail pourront mener de façon à vérifier si le futur candidat, a des habiletés à occuper une fonction dans l'entreprise. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez à peu près un candidat sur 2 qui réussit les tests et vous avez donc une présélection de personnes avec habileté à occuper les fonctions qui sont ensuite transmises au recruteur qui, in fine, a le dernier mot de toute façon, mais qui se retrouve avec une forme de présélection
et des profils qui sont très intéressants. Autant vous dire que des belles histoires, il y en a tous les jours avec la méthode de recrutement par simulation. Donc si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas le dispositif et si vous souhaitez l'utiliser, allez-y. Toutes nos équipes dans le département sont prêtes à vous accompagner. Et puis il y a un deuxième qui me paraît aussi très important, et là on va commencer à rentrer dans le sujet de la formation, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. La préparation opérationnelle à l'emploi, c'est quoi? C'est la réduction des écarts de compétences pour pouvoir démarrer un contrat avec le minimum de compétences grâce à la formation qui aura été financée. Et là, je voudrais juste poser une petite alerte. Parce qu'il faut se dire aussi, il faut avoir des discours de vérité. Aujourd'hui, vous savez que les budgets dédiés à la formation ont diminué, largement diminué. Je pense qu'UPSO est un peu conscient aussi de la situation. Et qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que l'employabilité, c'est quoi? C'est de dire aussi qu'il faut être très attentif à pouvoir d'abord prioriser les publics qui aujourd'hui ont envie de bosser dans les secteurs en tension, des publics prioritaires qui paraissent éloignés, mais qui sont tout à fait à même de répondre aux besoins des entreprises. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule. Et avant de te donner la parole, Fabrice, je voulais parler de la recrutement par simulation. En vous donnant un exemple très concret, moi je suis allé visiter une usine de centre de reconditionnement de véhicules d'occasion dans le Nord, une usine de quasiment 300 personnes. Et près de la moitié de leur effectif a été recruté via France Travail, via la recrutement en simulation, avec des taux de turnover qui sont très très faibles. Et je ne connaissais pas le dispositif à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, quand on entend ces chiffres-là, on se dit que ça a vraiment une force. Et du coup, de pouvoir présélectionner des personnes en effet sur ce qu'on appelle généralement des soft skills et de la motivation, c'est limite plus intéressant sur certains métiers que d'aller juste s'intéresser au CV et à l'expérience professionnelle, parce que dans ce cas-là, c'est quasiment sûr qu'on va à l'échec de recrutement. Voilà. C'était une petite parenthèse. Et du coup, Fabrice, ton avis du coup sur que dire du coup aux entreprises qui encore aujourd'hui ont du mal à faire le pas et à oser aller vers des publics peut-être moins conventionnels? Alors, je pense qu'on a tous une responsabilité collective, ne serait-ce que pour l'avenir de nos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une entreprise dans l'Assemblée qui arrive à recruter facilement le bon profil au bon moment avec toutes les bonnes compétences? Je pense qu'on rencontre tous ces difficultés, ça c'est une réalité. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de s'ouvrir, entre guillemets, et de changer notre mode de fonctionnement. On sait qu'en France, on est très attaché au CV. Il faut petit à petit, on en parle déjà depuis quelques années, mais sortir en effet de ce CV pour véritablement détecter les soft skills, les capacités et ensuite pouvoir accompagner les différents candidats sur des sujets de formation. Mais on sait qu'aujourd'hui aussi, 50% de la qualité et en tout cas de la fidélisation, 50% est lié au recrutement, 50% est lié à l'intégration, à la formation dans l'entreprise. Donc pour s'ouvrir les chakras, je pense qu'en fait, c'est de se dire qu'il y a une réalité du marché de l'emploi, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sans candidats, non pourvus, et il y a beaucoup de candidats qui n'arrivent pas à trouver d'offres adéquates. Donc le sujet, et Joseph l'évoquait tout à l'heure aussi, des emplois, peut-être des candidats plutôt éloignés de l'emploi, et bien en fait, c'est ces candidats sur lesquels aujourd'hui, il faut qu'on s'ouvre collectivement les chakras. Et vous donner peut-être un ou deux exemples. Aujourd'hui, avec notre filiale Umando, on a une agence sur Villeurbanne au sein de notre siège Ziadeco Group qui accompagne les candidats éloignés de l'emploi, tout ce qui peut être inclusif, collaborateurs candidats en en situation de handicap. Eh bien, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 80 personnes accompagnées depuis le début de l'année, à fin septembre, 40 de plus que l'année dernière. Donc, ça démontre qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un sujet et il y a en tout cas un accompagnement sur cette partie-là. Et ce qui est important de souligner, c'est que c'est essentiellement des candidats qui sont quand même très éloignés de l'emploi. Donc, avec du temps nécessaire d'accompagnement, que ce soit sur le travail sur soi, que ce soit sur le sujet du logement, parce qu'on sait aussi que l'emploi, c'est aussi la logique de mobilité, la logique de logement. Umando travaille sur cette partie-là. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'aujourd'hui, 90% des candidats accompagnés par Umando sur notre agence de Villeurbanne sont dans ce qu'on appelle une sortie positive, c'est-à-dire qu'à l'issue de leur accompagnement, ont un contrat en CDI ou un CDD minimum de 6 mois ou une mission d'intérim de 6 mois, donc en tout cas un emploi qui commence à être périn. Donc je pense que ça lève aussi, en tout cas, des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les candidats peuvent accéder à un emploi,
Tout dépend du temps qu'on va leur accorder. L'enjeu formation, on va y venir juste après, mais en tout cas, c'est un point important. Et puis un autre exemple très, très rapide, un candidat qui est accompagné en début d'année, Issa, sur cette agence, un réfugié, avec un sujet de formation, on y viendra juste après. Eh bien, en fait, il y a eu 21 actions d'accompagnement de la part des équipes Humando auprès de ce candidat. Ça va du logement, ça va aussi du travail sur soi, ça va de la mise en place du CV, etc., de pouvoir valoriser sa candidature auprès des entreprises. Et bien en fait, depuis le mois d'avril, ce candidat, qui était réfugié arrivé en France, a une mission sans interruption, via l'intérim. La seule coupure qu'il a eue, c'est sur l'été, pendant la fermeture de l'entreprise. Donc je pense que ça démontre aussi qu'à un moment, on a parfois des préjugés. Par contre, tout dépend du temps et de l'investissement qu'on va donner pour derrière accompagner ces candidats qui vont répondre à des enjeux de compétences et de recrutement pour les entreprises. Oui, je voudrais rebondir. J'avais promis un exemple concret, je vais vous le donner parce que ça me semble assez évocateur de ce qu'on est en capacité de faire. J'évoquais tout à l'heure en aparté avec Arnaud et Fabrice la force du partenariat aujourd'hui, et notamment dans ce département, vraiment très puissant, certes économiquement, politiquement, mais aussi en termes de partenariat, et c'est vraiment notre force. Et justement, lorsque les partenaires sont en mesure de travailler ensemble, lorsqu'ils sont en mesure de coopérer et de finalement travailler dans une complémentarité de services, on arrive à des résultats qui sont quand même très intéressants. Fabrice vient de donner un exemple. Moi, je voudrais mettre en avant une action qui a été montée entre les équipes France Travail et la MMIE, la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi, au sujet des aides-soignantes. Vous savez qu'on recherche beaucoup d'aides-soignantes. Si demain vous avez besoin d'ingénieurs, d'infirmières, de médecins, on ne pourra rien faire. Il faut passer par les études, il faut passer par des concours, etc. En revanche, sur les aides-soignantes, il existe une formation qui est largement accompagnée par la région et financée par la région, une formation de 10 mois. Bon, on a un outil, on a des financements, il nous manque quoi? Il nous manque effectivement le public. Qu'est-ce que nous avons fait? Tout simplement, nous sommes allés dans les quartiers. Et dans les quartiers, on a essayé de sourcer auprès de la population des personnes qui seraient intéressées par faire carrière et surtout d'être finalement demain, pourquoi pas être soignant. Donc on a sourcé, puis ensuite on les a accompagnés et on s'est dit, écoutez, si vous êtes intéressé par le secteur, ce qu'on va faire, d'abord, on va trouver un sponsor, c'était donc l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. On a trouvé notre sponsor, on a trouvé des financeurs, on a trouvé tout le réseau des acteurs pour l'emploi pour les accompagner de façon un peu intensive. Et on leur a dit, écoutez, on va vous accompagner vers le métier d'aide-soignante. Vous en avez envie, eh bien on va se donner les moyens et on va y arriver. Mais écoutez, on a repéré 43 personnes, malheureusement un seul homme, mais bon, 42 femmes, un homme. Des fois, les stéréotypes ont la vie dure, mais bon, malheureusement, c'est aussi du concret. Écoutez, sur les 43, nous avons formé 39 aides-soignants. Et nous avons pu irriguer le marché du travail de 39 aides-soignants supplémentaires. Alors évidemment, l'hôpital Saint-Luc-Joseph qui était sponsor, c'est largement, mais c'est normal. Mais tout ça donne à voir effectivement de ce que nous sommes en capacité de faire aujourd'hui avec la force du partenariat et ce qu'on est en capacité de faire sur tous les métiers et tous les secteurs. Merci. Et du coup, moi, pour vous donner une perspective, je pense qu'aujourd'hui, on voit quand même un changement de la part des employeurs sur le fait d'y aller. Ce dont on discutait aussi tout à l'heure, c'est il faut accepter dans ce cadre-là que peut y avoir entre guillemets de la perte et que c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement qu'il faut chiffrer, mais je pense qu'à la fin, quand vous vous dites je mets peut-être un peu plus dans mes filières de recrutement et de formation pour pouvoir peut-être mieux recruter et du coup avoir aussi du business derrière, je pense que le retour sur investissement il est largement faisable et ça, voilà, faut l'avoir en tête. On arrive du coup à la troisième partie, c'est sur les filières de formation. On est tous d'accord sur le fait de dire que maintenant on doit attirer des publics de tout niveau, tout âge, peut-être toute origine sur ces métiers en tension. Et ensuite, pour pouvoir les attirer, il faut avoir des filières de formation qui permettent de former, des filières d'excellence structurées, etc. Historiquement, c'est plutôt des choses qui ont été faites par la puissance publique, avec les lycées professionnels, l'AFPA. On voit de plus en plus une tendance à l'émergence aussi de la filière privée. Aujourd'hui, comment on construit des modalités de formation où voilà, on ne peut pas prendre une personne et la former pendant 3-4 ans sur un métier pour pouvoir assurer le minimum de compétences
vers l'entrée du marché du travail, vers l'employabilité. Voilà, quelles sont un peu les bonnes pratiques sur ce sujet, vers quoi doit évoluer la formation sur ces métiers-là. Peut-être pour donner quelques éléments de réponse, en tout cas auprès de cette question. On voit bien aujourd'hui l'évolution des compétences, elle est rapide, l'attente des entreprises aussi. Donc il faut se former tout au long de sa carrière, ça c'est déjà un point important. Et peut-être sortir de ces formations basiques qui sont importantes. Bien sûr, on parlait des métiers très techniques, il faut un savoir-faire et ça c'est requis. Par contre, c'est d'avoir véritablement tout au long de la carrière des programmes de formation qui vont permettre ou une reconversion, ou une évolution, ou une adaptation des compétences. On l'évoquait tout à l'heure, pour vous donner un exemple très concret chiffré, on parle quand même d'un contexte économique depuis un an qui est relativement chamboulé. Eh bien, Adecco Training, au niveau du groupe Adecco, qui accompagne les entreprises sur l'ensemble des dispositifs de formation. Avec Adecco Training, en 2024, nous avons accompagné 7000 projets et collaborateurs sur des parcours professionnalisants. En 2025, malgré le contexte économique qui peut être un peu plus compliqué, on va être proche de 8500, donc 1500 collaborateurs accompagnés supplémentaires. Donc déjà, ça démontre bien que le monde du travail évolue rapidement, les technologies aussi, et donc il faut adapter, quoi qu'il en soit, pour recruter et donc pour amener de la performance dans les entreprises. Ça, c'est le premier point. Et puis, on évoquait aussi la logique de parcours professionnel. Tu évoquais, Joseph, les sujets autour des besoins conducteurs transport en commun. On parlait des métiers aussi de la construction, mais on ne parle pas des métiers de l'hôtellerie-restauration, qui est un vrai sujet aujourd'hui pénurique. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte, nous, Adecco Training et nos entreprises partenaires, qu'aujourd'hui, des cuisiniers, c'était trop compliqué à former tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'un cuisinier, c'est long. Et même un cuisinier qui va être formé en collectivité, quand il va être en entreprise, il ne sera pas prêt. Eh bien, en fait, on a pris le sujet à l'envers. On a plutôt été sur une logique de parcours professionnel en formant sur des employés de collectivité, premier niveau de formation, avec une logique bien entendu d'alternance, avec des entreprises partenaires, avec des publics plus éloignés de l'emploi. Et dans ces candidats-là, deuxième step, on va aller sur une formation de cuisinier parce qu'ils ont déjà l'expertise, la formation de base, et ensuite ils franchissent un premier cap. Et un deuxième exemple sur lequel nous avons travaillé, c'est les métiers de conducteurs, qui ne sont pas forcément attractifs, et sur lesquels on a pu accompagner des candidats, en effet, de conducteurs VL à conducteurs poids lourds, et ensuite la trajectoire professionnelle de pouvoir les former sur du super lourd pour être véritablement sur une logique d'évolution professionnelle. Donc en résumé, le sujet de la formation, il est clé. Je crois qu'on est tous réunis autour de la table sur cette partie-là. Mais bien retenir que, quoi qu'il en soit, l'enjeu de la formation, c'est une responsabilité collective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le disais Arnaud, il faut accepter d'avoir quelques échecs. Quand on forme 8 candidats ou 10 candidats aujourd'hui sur un parcours professionnalisant, au niveau d'Adecco Training, on a à peu près 70-75% de taux de transformation. Donc ça veut dire que sur 10 candidats, eh bien oui, on peut avoir 3 candidats qui vont peut-être se dire à un moment, c'est pas ma voie, ou alors qui vont se rendre compte qu'ils ne s'adaptent pas à ce métier ou à cette entreprise. Mais c'est simplement 3 candidats sur 10, et c'est 7 à qui on a pu proposer un parcours et surtout un emploi périn. Je crois qu'on fait face aujourd'hui à un phénomène de société, peut-être sans précédent. On ne fait pas carrière, on ne fait plus carrière 40 ans dans la même boîte. C'est terminé. Enfin, je crois, on peut faire le deuil les uns les autres. Peut-être nous n'y a échappé, j'en sais rien. Peut-être que je resterai à France Travail jusqu'à ma retraite, c'est possible. Bon, vous me direz, beaucoup d'années sont passées. Mais je crois qu'en tout cas, c'est un état de fait. Et donc, forcément, et ça reprend les propos de Fabrice, c'est que la formation tout au long de la vie, elle a toute son importance. Et autre chose, c'est que la reconversion professionnelle a aussi toute son importance. Et donc, il va falloir aussi répondre à ça. On a effectivement les personnes qui aujourd'hui ne sont pas qualifiées et qu'il nous faut former, et notamment en direction des métiers en tension. Mais on a aussi toutes ces personnes qui vont irriguer le marché du travail et le marché de l'emploi, qui vont s'inscrire dans une logique de reconversion professionnelle. Donc, j'allais dire que la réponse, elle doit se faire par la formation. On a aujourd'hui des financements qui existent, et donc à nous de les utiliser largement, et d'être plutôt dans une logique de parcours sur mesure.
parce que c'est un peu ça, l'idée de pouvoir accompagner les publics. Pendant des années et des années, on a mobilisé les fonds, les financements, sans pour autant être dans une approche qui est beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus individualisée. Donc là, aujourd'hui, eh bien, vous savez, par exemple, à France Travail, on est en mesure de multiplier les dispositifs. Attention, c'est plus ou moins complexe. Enfin, je crois que de toute façon, l'accompagnement humain est complexe. Alors, lorsque vous êtes dans un projet de reconversion professionnelle ou même de retour à l'emploi, eh bien, ça prend du temps. Mais en même temps, il y a un besoin véritablement d'analyse, de diagnostic personnalisé. Eh bien, nous, on est en capacité aujourd'hui, vous savez, de tout mobiliser. On peut passer par une immersion professionnelle, suivie d'une formation, suivie effectivement d'une POI, in fine, pour réduire les écarts de compétences. Donc voilà, la clé, c'est la formation, bien évidemment, tout au long de la vie, formation continue, la reconversion professionnelle et surtout le parcours sur mesure. Et du coup, je pense que ça fait le lien avec ce qui a été dit juste avant sur la notion de, il y a le recrutement, c'est 50% de recrutement et c'est 50% d'intégration en entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt réfléchir en se disant, c'est pas quelque chose de one shot. Donc en fait, on prend quelqu'un déjà formé à un métier et ensuite on fait un petit peu de formation en interne régulièrement. Mais c'est vrai que la notion de parcours d'intégration, je pense que c'est une piste de travail importante pour les employeurs et les entreprises pour dire, voilà, on prend des personnes qui ont des niveaux peut-être un peu différents et on arrive à mobiliser des ressources en interne et des fonctionnements qui permettent d'accompagner un peu des publics peut-être plus différents vers éventuellement la réussite, avec toujours cette volonté, enfin, cette idée qu'on ne pourra jamais avoir du 100% et qu'il faut accepter à un moment donné de la perte. On arrive à la fin de cette conférence. Merci du coup à vous deux. Merci Joseph. Merci à vous deux. Merci de m'avoir soutenu dans cette épreuve un peu compliquée. Merci aussi, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais merci à Julien, avec qui on travaille étroitement depuis quelques années aussi, d'avoir pensé à France Travail. En tout cas, j'étais ravi d'être à vos côtés. Voilà. Et on fait une petite pause et après on reprend dans 10 minutes. Voilà. Merci beaucoup.